Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Anne Blandin de Un après-midi pour demain et on va parler notamment orientation et l'importance de l'orientation pour les jeunes. Donc l'idée, Anne, c'est que tu te présentes déjà dans un premier temps et que tu nous dises un petit peu qui tu es et comment tu en es arrivé à développer justement cette méthode qui s'appelle Un après-midi pour demain. J'ai créé en 2015 la méthode Un après-midi pour demain, qui est une méthode d'orientation basée sur les sciences neurocomportementales pour pouvoir accompagner les jeunes dans leur orientation. Aujourd'hui, on est à peu près une trentaine sur toute la France à utiliser cette méthode. Elle est diffusée sur toute la France. Comment j'en suis arrivée là? Ça a été d'abord un parcours professionnel. Ça a été aussi une histoire de vie. Moi, on parle souvent des grandes banlieues, mais on parle rarement de la grande ruralité. Et moi, j'en viens. Et là d'où je viens, il n'y avait pas forcément de livres, il n'y avait pas forcément d'accès à l'étude, à la culture. Et j'ai eu la chance, en fait, sur mon parcours, de rencontrer des personnes qui ont vu en moi des compétences que moi j'ignorais. J'avais un espèce de plafond de verre et qui m'ont permis d'être au bon endroit au bon moment, mais parce que j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes-là. Et donc, en créant Un après-midi pour demain, c'était aussi du don contre don, permettre à chaque jeune de trouver un rendez-vous de la vie, pas très loin de chez lui, qui puisse lui permettre de savoir qui il était. Et pourquoi avec les neurosciences? Parce que je viens d'abord de ce domaine-là, puisque je travaille dans le domaine de la santé, dans la réadaptation, et donc comment fonctionne notre cerveau, notre système neuronal, comment est-ce qu'on peut faire des choses, refaire des choses, savoir comment on fonctionne. C'est une clé majeure, je pense, c'est une clé majeure pour tout le monde, et particulièrement actuellement, où où on est dans un monde qui évolue très vite, savoir comment on fonctionne, là où sont nos talents, là où sont nos soft skills. C'est vraiment une clé majeure pour faire des choix éclairés. Et donc, j'ai ensuite managé et j'ai emmené avec moi tous mes outils issus des sciences neurocomportementales pour pouvoir manager, pour pouvoir recruter, mettre les personnes aux bons endroits en me disant, si ça fonctionne pour les personnes en situation de handicap, ça doit fonctionner pour les gens qui sont tout à fait ordinaires. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser des outils de sciences neurocomportementales dans mon management. Et puis, en 2012, quand j'ai quitté le poste de direction que j'avais, je m'étais rendu compte qu'en fin de compte, là où les personnes s'épanouissaient le plus, c'est quand elles étaient en accord entre leurs soft skills et notamment là où elles étaient où elles avaient le plus de potentiel dans leurs soft skills et le poste qui leur correspondait. Et là où on avait plutôt des burn-out ou des problématiques conflictuelles, c'était plutôt des personnes qui n'exerçaient pas forcément une expertise, un métier, là où elles avaient leurs soft skills, leur potentiel. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas créer une méthode pour pouvoir d'emblée accompagner des jeunes adultes et ne pas attendre d'avoir 40 ans, 50 ans, faire une reconversion pour pouvoir savoir qui on est. Et puis, accompagner les jeunes à l'orientation avec des outils rapides, performants, qui permettent de se connaître soi-même et faire des choix éclairés, plutôt que réaliser une orientation basée essentiellement sur des compétences académiques. Et puis, je crois fondamentalement qu'en fin de compte, plus on sait qui on est, plus on fait des choix éclairés, plus on a confiance en nous. Et je pense qu'on a besoin de jeunes qui seront les futurs citoyens de demain, qui auront confiance en leur expertise, leurs soft skills, qui pourront coopérer et répondre aux grands défis de demain. Très simplement, c'est aussi ça, quoi. Ce qui me motive à me lever tous les matins pour accompagner des jeunes dans l'orientation. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de comment ça se passe concrètement, une après-midi pour demain? Est-ce que c'est vraiment durant une après-midi où tu vas aider le jeune, toi ou des personnes de ton réseau, justement à réfléchir sur quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est partir finalement de l'individu qu'il est, ce jeune, pour arriver à aller vers un adulte épanoui d'un point de vue professionnel en tout cas? Alors, un après-midi, c'est quasiment ça. Parfois, ça se passe le matin quand même. Ouais. Un après-midi, en fait, le rendez-vous, le bilan se passe entre 2 heures et 3 heures.
Alors, soit 2 heures à la suite, soit 3 fois 1 heure et demie, parce que ça ferait beaucoup 3 heures quand même à la suite. Mais en tout cas, en une séance ou en 2 séances, on accompagne le jeune à d'abord pouvoir identifier ses motivations. Donc, on a un serious game et puis on est formé à une typologie de questionnement avec un support particulier qui permet aux jeunes d'identifier très rapidement où sont ses motivations, hein, ce qui le pousse dans la vie, ce qui le motive, là où il a ses envies. Et donc, on repère avec lui ses motivations. Pourquoi on passe par un serious game? Parce qu'en fin de compte, si on se pose la question par quoi je suis motivé, il y a plein de biais cognitifs qui peuvent nous influencer, nos parents, l'école, les grandes tendances, les copains, les copines. Donc, on part de ce support-là de manière à être totalement objectif avec notre questionnement pour pouvoir identifier les motivations. Au préalable, le jeune a répondu à 2 questionnaires basés sur les sciences neurocomportementales qui nous permettent d'identifier comment il fonctionne, son profil. Et donc, on lui explique quel est son profil. On analyse ses questionnaires avant le rendez-vous et on lui explique. Et on essaie de trouver dans son quotidien, en fait, des exemples de ces soft skills-là, là où il a le plus de potentiel dans ces soft skills. Ça peut être la communication, ça peut être la créativité, ça peut être l'analyse, ça peut être la précision, l'évaluation. Enfin, là, j'en nomme quelques-uns, mais ça nous permet d'identifier vraiment là où le jeune a son potentiel. Et puis, on va chercher, voilà, dans ses quotidiens, des réalités concrètes. Voilà. Et puis, à partir de ses motivations, de ses talents, de ses potentiels, eh bien, on va aller chercher les métiers qui correspondent à son profil. Une fois qu'on a ces métiers-là, on les classe. Et puis là, on va commencer à faire de la stratégie d'orientation pour construire le parcours scolaire qui va lui permettre d'arriver à ses objectifs. Si bien que quand il repart, déjà, il sait qui il est. Là où il a ses potentiels, ses talents. Là où il a ses limites aussi, parce qu'on en parle des limites, c'est important. Une limite, c'est quelque chose qui peut être chronophage, énergivore, stressant. Donc, c'est important de les connaître. C'est pas la peine d'aller chercher des métiers qui font trop appel à nos limites. Autant surfer sur nos potentiels. Donc, il se connaît, où sont ses potentiels, ses motivations, les types d'expertise qui les intéressent. Ça lui permet d'argumenter aussi son orientation, et puis ça constitue sa boussole. C'est-à-dire que quand un jeune vient nous voir, c'est sa première orientation, c'est son orientation initiale. On va travailler effectivement après sur son parcours scolaire, mais c'est sa première orientation. Par contre, on sait que demain, le monde bouge vite, et on a énormément de métiers qui n'existent pas encore. Je donnais la statistique, 80% des métiers en 2025 n'existent pas encore. Ça, je la donnais en 2017 quand je faisais des conférences. Donc, on imagine que aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on a encore plus de métiers qui n'existent pas encore. On ne les connaît pas. Se dire comment est-ce qu'on peut former, vers quel type de compétences on peut amener les jeunes aujourd'hui. Je pense que personne ne le sait vraiment. Par contre, leur permettre d'avoir leur boussole, savoir qui ils sont, là où ils ont leur potentiel, là où ils ont leurs limites, les types d'expertise vers lesquels ils ont de l'affinité, ça leur permet d'être autonomes ensuite, quel que soit l'environnement, pour pouvoir savoir si le métier ou les types de compétences vers lesquels qui émergeront demain seront des métiers vers lesquels ils peuvent aller de manière tout à fait éclairée. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et finalement, c'est surtout une demande des adolescents qui se sentent un petit peu perdus, pas forcément aidés par ce qu'on leur propose au lycée. Est-ce que c'est plus une inquiétude des parents qui voient bien finalement que leur enfant sait pas exactement où aller, il y a un peu le stress des choix post-bac, qui est finalement le premier dans la démarche? Est-ce que finalement ils y vont ensemble tout simplement? Comment ça se passe un petit peu au début? En fait, tout dépend. Plutôt chez les plus grands, j'allais dire lorsqu'ils sont en lycée, première, terminale, voire même études supérieures, à certains moments pour les spécialisations, c'est plus les jeunes qui vont être en demande. Soit parce que ils sont totalement perdus, soit parce qu'ils ont déjà une idée et qu'ils veulent venir confronter leur idée avec les conseils qu'on peut leur prodiguer. Et puis, très souvent, les jeunes arrivent en se disant je veux pas me tromper. Je veux pas me tromper. Donc, on décortique ce que ça veut dire, ce je ne veux pas me tromper, quoi. Et on travaille avec eux. Chez les plus jeunes, plutôt troisième, quatrième, troisième, parfois seconde, ce sont souvent les parents qui préparent. En tout cas, on sait, les statistiques, on les a coupées et recoupées dans tous les sens. L'orientation
pour 95% des familles et des parents, c'est du stress. Donc, il y a une vraie recherche aujourd'hui de moyens alternatifs à ce qui peut se faire au lycée ou au collège pour accompagner l'orientation. Et puis, on a aussi des enseignants, des collèges et des lycées, qui, pour certains jeunes en difficulté, en décrochage ou en grande difficulté, viennent vers nous pour nous demander à travailler ensemble. Voilà un petit peu. Comment ça se passe avec les collèges et les lycées quand ils vous demandent, donc c'est eux qui viennent vers vous pour des interventions directement dans les collèges, dans les lycées pour les enfants, ou c'est plus pour du one-to-one? C'est plus pour du one-to-one. Je vais dire où on arrive vraiment en entonnoir, hein, quand il y a un vrai besoin repéré par les enseignants. Et souvent, et ils en parlent aux parents. C'est les parents à ce moment-là et le jeune acteur de la demande. Mais très souvent, voilà, c'est conseillé par soit l'enseignant principal, l'enseignant responsable de l'orientation, un directeur, un CPE. Très souvent, c'est via le parent, mais demandé par influencé par l'école. Yeah. J'interviens aussi pour des conférences. Et là, c'était chouette. Je suis intervenue sur des conférences organisées par des Comcom, donc qui réunissaient à la fois des lycées, des collèges, des maisons familiales. Et c'était intéressant dans la salle de voir toutes ces typologies d'enseignement, parce que souvent on dit voilà l'éducation nationale, mais je trouve qu'on est aussi dans un pays, et ça on ne dit pas assez, où on a la chance en fait d'avoir plein de manières d'apprendre. Il y a l'enseignement général, mais il y a aussi voilà les maisons familiales, il y a les lycées agricoles, il y a les compagnons, on a des écoles alternatives, on a la possibilité de faire de l'apprentissage. On est quand même, on est dans un pays où on peut avoir aussi accès à l'école gratuite. Et je trouve que ça, c'est aussi une vraie chance. Alors peut-être qu'on a des choses à faire beaucoup mieux aussi au niveau de l'école, mais déjà, enfin, vraiment, c'est déjà une chance qu'on peut avoir. Et justement, tu as parlé un petit peu au début, on en parlait en amont de l'interview, un petit peu de ce qu'on fait nous aussi avec Osmose, qui est vraiment plus sur les 6-14 ans. Et donc finalement, le travail que tu fais arrive souvent dans la catégorie d'âge un petit peu supérieure, même si tu disais que tu travailles un peu avec les collèges. Est-ce que pour toi, d'expérience, tu travaillais aussi dans les neurosciences auparavant, le côté enseignement des soft skills, comme on veut le faire avec Osmose dès le plus jeune âge, dès l'âge de 6 ans, est-ce que c'est des choses qui ont une importance pour toi? Est-ce que c'est un petit peu trop jeune? Est-ce que peut-être, avec tous les jeunes que vous avez accompagnés, que ça soit toi ou dans votre réseau, tu vois la différence, justement, quand ils arrivent à 15-16 ans, des enfants qui ont déjà un petit peu exploré ce qu'était l'écoute des émotions, la confiance en soi vis-à-vis d'autres qui partent entre guillemets, même si on part jamais de zéro là-dessus, mais qui ont moins de connaissances là-dessus? Ah oui, je crois que c'est fondamental. Je pense que c'est une vraie base et une vraie chance dans la vie de partir avec le fait d'avoir travaillé sur ces soft skills à l'école ou en famille. Parce que je pense que l'école, enfin, il y a un triptyque école, parents, enfants qui est hyper important. Je pense que les uns ne vont pas sans les autres. Mais lorsqu'on sait être à l'écoute de ses émotions, mettre des mots sur ses émotions, on peut en parler plus facilement. On peut se rendre compte que tout le monde ne réagit pas non plus à la même perception d'un événement. Donc, ça apporte plus de tolérance. Ça forme des esprits critiques et autonomes aussi pour faire des choix éclairés. Accepter aussi la diversité, donc savoir coopérer. Ça permet de former des esprits critiques aussi. Je pense que c'est vraiment fondamental et moi, je vois vraiment la différence. Et très souvent, l'orientation, c'est quand même un moment important avec du stress. Et ben, le fait de savoir aussi gérer son stress, ça c'est important au moment de l'orientation. Savoir aussi communiquer, être dans des relations aisées, poser des questions, dire je ne sais pas, aller à la recherche d'informations, ça c'est majeur. Ça c'est majeur. Vraiment, oui, on voit une grande différence entre les jeunes qui ont eu accès à tout un travail sur les soft skills. Maintenant, on sait aussi, en France, on a travaillé beaucoup sur la communication non violente. Certaines écoles ont déjà développé ça, sur apprendre à apprendre. Déjà, enfin, moi, je trouve que déjà en 10 ans, on a fait un bon chemin. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais
Vraiment, ça c'est majeur. Et puis savoir comment on fonctionne, je pense que ça permet aussi d'être plus autonome et d'avoir plus de pouvoir sur le monde qui nous entoure. D'accord, ouais. Et tu disais juste avant que c'était vraiment un stress que tu voyais dans les familles, que 90-95% des parents sont stressés par l'orientation. Est-ce que depuis une dizaine d'années, finalement, que tu es dans cette thématique-là, est-ce que tu vois ce taux un petit peu s'accroître ou tu as le sentiment que ça a toujours été, que les parents ont toujours été un petit peu stressés par l'orientation? Je te pose la question parce que on a l'impression de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou autres, que ce stress est en train de monter, que jamais les jeunes n'ont été autant perdus que ça. Moi, ça me fait bizarre de dire ça, mais en soi, ça fait à peine 15 ans, tu vois, que j'ai connu cette période-là. Et j'étais vraiment complètement perdu à ce moment-là. Je me souviens être assez stressé, mes parents vouloir, pour mon bien, en même temps, vouloir me mettre dans un métier très stable, très carré, etc. Moi, me laisser convaincre et en fait, bref, très rapidement me rendre compte que c'était pas du tout fait pour moi. Est-ce que finalement, ça a toujours été le cas? Et là, en fait, c'est très chouette parce qu'on va avec des mouvements comme le tien, avec ce que nous, on fait avec Osmose. Je pense qu'on est en train de revenir de plus en plus vers l'individu en soi plutôt que ce que la société exige. Ou est-ce que tu vois que, bah, en fait, ça met encore plus de pression et que les parents sont de plus en plus stressés avec notamment cette peur de tromper que tu évoquais tout à l'heure? En fait, il y a deux choses assez paradoxales. Je pense que même si le moment de mon orientation remonte un peu plus loin, j'ai le souvenir aussi d'avoir été hyper stressée au moment de l'orientation. Mais comme j'avais accès à moins d'informations, en fait, mon champ des possibles était peut-être plus étroit. Mais du coup, ça me générait moins de stress. Mes choix étaient plus limités, donc ça me générait moins de stress. Et puis, ça allait moins vite. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui est disponible, c'est énorme. Ça change très vite. Et avec l'informatique et l'informatisation des choses, c'est aussi très, très, très rapide. Et je pense que ça a été ce phénomène d'accélération a ajouté probablement au stress. Sans parler parfois des inégalités qui, de fait, deviennent plus grandes qu'autrefois sur l'accès à l'information pour pouvoir bien s'orienter. Et puis, il y a un phénomène qu'il n'y avait pas, en tout cas à mon époque, c'est le fameux Parcoursup. Le Parcoursup, je crois que si on pose, ça serait intéressant de faire l'enquête auprès des terminales et premières et leur dire si vous aviez un synonyme à mettre en face orientation, quel serait ce synonyme? Mais je pense que quand on reçoit des jeunes, dans les à peu près 5 minutes qui suivent le début de l'entretien, on a Parcoursup qui arrive. Et je pense que ça a renforcé un peu les inquiétudes. C'est avoir une place en fait. Aujourd'hui, c'est trouver des études et pouvoir y accéder. L'accès aux études qu'on a choisies devient stressant en fait. C'est la crainte finalement maintenant avec Parcoursup. Si tu détailles un petit peu pour les personnes qui connaissent pas, il y a une crainte de se retrouver, de voir son enfant finalement qui n'a rien à la rentrée prochaine, qui n'a pas d'université, qui n'a rien du tout. Et même le jeune, de ne pas avoir l'université qu'on souhaiterait avoir ou l'école qu'on souhaiterait faire, ça devient en fin de compte, on construit l'orientation parfois au lycée en fonction de Parcoursup, des chances qu'on se donnera à rentrer dans telle filière parce que les algorithmes de Parcoursup auront fait en sorte que on soit pris dans cette filière-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a amplifié, je pense, le mouvement de stress. Et en même temps, je vois de plus en plus de jeunes qui ont une vraie forme d'agilité en se disant, si c'est pas ça, ce sera autre chose. Et demain, on ne sait pas de quoi le monde sera fait. Il y aura des nouveaux métiers, il y aura de nouvelles possibilités. Comme on a aussi l'outil Un point pour demain pour les adultes en termes de mobilité et de reconversion, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes adultes qui très rapidement changent de voie ou qui vont chercher non pas forcément la sécurité d'un CDI, mais plusieurs expériences et s'enrichir de ces expériences. Donc aujourd'hui, on a à la fois peut-être plus de stress qu'autrefois sur le fait de trouver ses études, mais plus d'agilité
sur le fait de dire, ben, si c'est pas ça, ça pourrait être autre chose. Comment on pourrait arriver justement, c'est un peu ce droit à l'erreur. Pardon, je t'ai coupé, tu voulais terminer sur autre chose? Non, je disais la possibilité de bifurquer justement. Alors, c'est pas forcément du droit lié à l'erreur, mais aussi lié à l'envie ou une autre envie. Tu vois, c'est ce droit à la bifurcation, quoi. Et justement, ce droit à la bifurcation, comment arriver à faire passer aux enfants dès le plus jeune âge, et est-ce que c'est bien de le faire passer dès le plus jeune âge, je disais droit à l'erreur, mais oui, droit de bifurquer, et cette agilité, tu parlais aussi d'agilité, leur faire prendre conscience dès le plus jeune âge finalement que rien n'est fixe, et que finalement tout peut bouger, et que même son orientation finalement, c'est ok de, je sais pas, partir dans une direction de banquier pour finalement revenir vers, je sais pas, le milieu agricole ou autre, qu'en fait, tout est possible, finalement. Et du coup, peut-être de faire baisser la pression là-dessus. Est-ce que tu as des méthodes, des outils, entre guillemets, des choses pour faire passer ce message-là auprès des jeunes? Ouais, mais justement, le fait de baser son orientation sur les soft skills, hein, sur soi, sur son potentiel, hein, on sait qu'est-ce que c'est en neurosciences un potentiel, c'est se dire que un potentiel, c'est un comportement qu'on fait facilement, parce qu'on a créé des connexions neuronales depuis tout petit, et qu'on a automatisé un certain nombre de choses et on ne sait même pas comment on fait, on ne pourrait même pas dire à l'autre comment on fait, mais en tout cas, c'est facile pour soi. On y a du plaisir, hein, il y a plein d'ocytocine et on est en réussite. C'est ça la définition d'un talent. Et un talent, c'est en lien avec nos soft skills, notre savoir-être et nos comportements. Eh bien, si on est en capacité de développer, de savoir où on est bon dans nos soft skills, eh bien, les hard skills, les expertises, ça peut s'apprendre. Une expertise, ça s'apprend. Une compétence professionnelle, ça s'apprend. Un savoir-faire, ça s'apprend. Par contre, les soft skills, le savoir-être et notre singularité en termes de savoir-être, c'est notre personnalité. Et je pense que plus on est en connaissance de notre personnalité, plus on peut trouver des hard skills à apprendre dans les domaines qui nous conviennent. Et donc, ce droit à bifurquer, il est possible parce que pour une même compétence, j'allais dire, quelqu'un qui va qui va avoir vraiment ce sens du détail, ce sens de la minutie, ce sens, il peut être à la fois travailler sur des chiffres, hein, dans de la comptabilité, mais être, pourquoi pas, ébéniste où il y a énormément de minutie, ou travailler en informatique, ou voilà. On va aller chercher un peu ces soft skills et se dire, à quel type d'expertise on va les appliquer. Mais du coup, ça donne droit à la bifurcation. Et donc, plus on apprend jeune qui on est, plus on va expérimenter ces soft skills dans plein de domaines différents, le sport, l'art, la littérature, l'exploration du monde. Plus on se rend compte que ces soft skills qu'on connaît bien, on peut les utiliser dans différents domaines, plus ça sera la même chose quand on sera adulte. Tu parlais à l'instant justement de ces soft skills et de cette singularité qu'on a. C'est un petit peu mon sujet du moment et du coup, j'avais pas prévu cette question-là, mais il y a toujours des questions surprises dans mes interviews et ça m'intéresse juste d'avoir ton avis, hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Tu disais finalement, une fois qu'on se connaît, c'est sa singularité. Après, c'est facile d'apprendre les hard skills. Il y a de plus en plus de débats, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a des études qui sont sorties récemment, de certaines personnes qui disent finalement, on est entre guillemets timide ou on n'est pas timide. Et donc, on va pouvoir un petit peu combler cette timidité, mais on restera une personnalité assez timide. Et de l'autre côté, il y a un petit peu l'école dont on a beaucoup vu ces 10 dernières années, un peu ce courant occidental américain, dit que tu peux être qui tu veux et tu peux passer d'une personne très timide à très extravertie, d'introvertie à très extravertie. Je suis très curieux d'avoir ton avis là-dessus justement. Est-ce que tu penses que en fait on a cette singularité et on restera toujours quelqu'un par exemple d'introverti, on pourra peut-être un peu plus s'ouvrir mais on restera fondamentalement quelqu'un d'introverti, ou est-ce que à l'inverse on peut être n'importe qui et entre guillemets changer de personnalité? Là, je vais rentrer un petit peu dans de la technique neurocomportementale, hein, parce que d'où vient un talent, un potentiel, hein, nos soft skills, d'où ça vient? Eh bien, j'allais dire, quand j'explique la différence, ce qu'est les soft skills, les potentiels, je compare les animaux aux humains. Les animaux, lorsqu'ils naissent, ils ont déjà cérébralement, au niveau neurologique, plein de choses déjà précablées. Très vite, ils marchent. Une fois sevrés les mammifères, ils vont être en capacité de vivre leur vie d'animaux dans l'environnement qui leur convient, dans l'écosystème qui leur convient. Nous, à la naissance, nous naissons avec beaucoup de neurones, mais très très peu par rapport à tout ce qu'on va développer par la suite.
Voilà. Et pourquoi? On est l'un des seuls animaux du règne animal à pouvoir s'adapter à notre environnement. Parce que comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on développe notre système neuronal? C'est simple, à chaque fois qu'on fait pour la première fois une expérience, on crée une connexion neuronale qui permet un flux d'informations, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Ça, c'est immense. Imagine tout ce que tu as appris toutes les premières fois depuis ta naissance, c'est énorme, énorme. Et donc, on dit que vers 15 ans, le cerveau d'un adolescent, il est à peu près 10 fois plus connecté en connexion neuronale que l'ensemble des connexions virtuelles mondiales. C'est énorme. Sauf que notre cerveau d'adolescent, il n'a pas des data centers pour sa mémoire, il n'a qu'une mémoire, il a qu'un mode de fonctionnement. Et donc, vers 15 ans, notre cerveau, il va nous permettre d'acquérir notre signature, notre singularité. Tu vas me dire, dans une fratrie, les enfants ont pu faire les mêmes types d'expériences et pourtant ils sont différents. Oui, pourquoi vers 15 ans, en fait, le cerveau, lui, il commence à faire le tri parmi toutes les connexions neuronales qu'on a réalisées. Et il commence à ce qu'on appelle faire l'élagage synaptique, c'est-à-dire il élimine les connexions neuronales qu'il utilise peu ou pas, et celles qu'il utilise les plus, il les renforce. Si bien qu'en passant à l'âge adulte, on ne devient pas plus bête parce qu'on perd des neurones, mais parce qu'on en renforce certains, on devient spécialiste d'une manière de se comporter. Et on peut se dire, dans une fratrie, pourquoi certains cerveaux ont renforcé certaines connexions neuronales et ont éliminé d'autres connexions neuronales différemment les uns des autres. Là, on a une petite molécule chimique qui s'appelle l'ocytocine. Nous, les humains, en fait, on est des êtres de plaisir. On a envie de se faire plaisir. Si on n'avait pas les autres sur le dos, on passerait notre temps à se faire plaisir. Ça, c'est très clair. On peut pas. On se conforme au groupe parce que on est des animaux grégaires. On a besoin aussi du groupe pour survivre, donc on va se conformer. Mais quand on est petit, on a besoin de moins de conformité. Et si on a la chance d'un environnement où on peut faire plein d'expériences, eh bien, on va aller faire des expériences qui nous font plaisir, des activités qui nous font plaisir, des jeux qui nous font plaisir. Et donc, à chaque fois que je fais une expérience qui me fait plaisir, une connexion, un savoir, je suis donc en réussite dans un domaine qui me fait plaisir, qu'est-ce que je fais? Je continue à faire des expériences, plus d'expériences dans un domaine qui me fait plaisir, plus de connexion, plus de savoir, plus de facilité, plus de réussite, plus de plaisir, plus de réussite, plus de réussite, plus de plaisir, plus d'expérience, plus de connexion. Et ça continue. C'est le circuit de la récompense. Et donc, ce qui veut dire qu'un potentiel, c'est quelque chose qui est facile, on y a du plaisir et on est en réussite. Ça ne veut pas dire qu'une limite, quand on est timide, donc un de nos potentiels, ça peut être avoir une vraie aisance sociale parce qu'on l'a développé depuis tout petit et on a plaisir à y aller. Mais ça ne veut pas dire que si on est timide, on ne va pas réussir à le développer. Par contre, ça va nous demander du temps et de l'énergie, ce qu'on appelle un effort. Et si on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire des efforts, à un moment donné, on peut être aussi en stress. Et on peut sécréter ce qu'on appelle du cortisol. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'ocytocine. Et ça génère de la charge mentale. Et puis, il y a de la charge mentale. Moins on peut s'adapter, moins on peut s'adapter. Moins on peut s'adapter, plus on fait des efforts, plus on est en tension, plus on est en tension, plus il y a du cortisol, plus il y a du cortisol, plus il y a du stress, plus il y a du stress, plus il y a de la charge mentale. Ça ne veut pas dire que si on a développé des soft skills dans des domaines qui ne sont pas du tout le domaine relationnel parce qu'on est timide, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à apprendre à être extraverti, mais avec un coût en énergie. Donc, on peut le devenir, mais ça va être coûteux. Et après, on peut faire des choix. On se dit, est-ce que je fais un choix de dire, je surfe sur mes soft skills parce que c'est là où je suis le meilleur, c'est ce que je fais facilement, c'est là où j'ai des plaisirs. Et puis, je vais coopérer avec des gens qui ont des soft skills, des talents différents du mien, parce que moi, si je vais les développer jusqu'à un certain stade, mais après, ça va devenir coûteux pour moi en énergie, en stress. Et donc, peut-être que j'ai intérêt à trouver des personnes qui peuvent collaborer avec moi, qui ont le profil différent, avec qui je peux m'associer et on va coopérer pour pouvoir faire des choses ensemble plutôt que vouloir tout développer. Donc, je dirais, on a tous une signature, on a tous des talents, des choses qui sont plus faciles, on a tous des limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer dans ces limites-là, mais ça va être coûteux. Okay. Il y a un petit peu
ce truc de finalement, est-ce qu'on doit renforcer ses points forts ou passer plus de temps sur ses points forts, faibles finalement? Ça, c'est des choix. Ouais. Ça, c'est des choix. Pour ma part, je me dis, surfons sur nos points forts, apprenons des choses qui sont dans nos domaines, qui nous font plaisir dans nos points forts, et puis collaborons avec ceux qui ont les points forts inverses. C'est aussi ça, la coopération, la collaboration. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais après, ça, c'est quelque chose qui reste très personnel. Même si notre cerveau, il continue à évoluer en termes de plasticité cérébrale jusqu'à 99 ans et voire plus. Mais les choses vont venir s'intégrer sur cette base de départ. Merci beaucoup en tout cas pour le rappel, c'est très chouette, c'est très clair et pour le coup c'est chouette de pouvoir clarifier ces choses-là, même avec des termes un peu plus techniques, mais c'était très clair cette notion-là. On arrive sur la fin de l'interview. Je voulais un petit peu que tu nous détailles un petit peu ce qu'est le réseau Un après-midi pour demain, justement. Finalement, toi, tu es la fondatrice finalement de la méthodologie Un après-midi pour demain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu maintenant comment tu es arrivé à une trentaine de personnes? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Comment se passe un petit peu la formation de ces personnes-là? Alors, on est un réseau d'une trentaine de personnes maintenant à utiliser la méthode Un après-midi pour les jeunes et Un point pour demain pour les adultes. Les choses se sont fait petit à petit, de bouche à oreille au début. Et puis très rapidement, de la méthode Un après-midi pour demain pour les jeunes est née la méthode Un point pour demain pour les adultes. Et aujourd'hui, on peut se former effectivement à cette méthode-là. On forme des indépendances, des personnes qui ont déjà une compétence dans un domaine et qui sont un domaine lié à l'accompagnement. C'est-à-dire, nous, on ne va pas former à l'accompagnement. Il faut que les personnes, les prérequis, c'est avoir une compétence liée à l'accompagnement. Ça peut être des coachs, ça peut être des psychologues, ça peut être des enseignants, ça peut être des conseillers d'insertion, ça peut être des sophrologues, mais en tout cas, il faut avoir déjà une compétence en accompagnement. Et puis notre formation, elle dure une semaine si on fait le choix d'un après-midi pour demain, un point pour demain, parce qu'il y a des outils qui sont communs. Et 3 jours et demi pour un après-midi pour demain. Voilà, il suffit, si on veut des informations, aller sur notre site Un point pour demain et puis demander une brochure, un programme. On a des formations à peu près 3 fois, 4 fois par an. Ce sont des petites formations. On tient vraiment à avoir un réseau qui grandit petit à petit et puis favoriser les liens au sein du réseau. Et notre formation, on tient vraiment à ce qu'elle soit réflexible et qu'on puisse avoir à la fois de l'apport théorique sur les neurosciences, de l'apport théorique sur l'orientation, de comprendre qu'est-ce qui fait la singularité de cet outil, d'avoir une philosophie commune. Nous, on croit vraiment que l'orientation, c'est pas le dernier maillon d'un parcours scolaire, mais bien le premier maillon d'un parcours professionnel. Et donc, et on pratique beaucoup pendant la formation. Donc, voilà. Et puis, on va remettre en place, au moment du Covid, on a eu des petites modifications, mais là, on va remettre en place des visios aussi au sein du réseau pour pouvoir vraiment profiter des compétences croisées que nous avons au sein du réseau, avec Apprendre à apprendre. Karine Bressan a fait des interviews avec vous. Avec Isabelle Sossol, voilà, je te disais en entrée qu'elle travaillait elle beaucoup sur la capacité critique à comprendre l'information avec des professionnels qui ont aussi des compétences dans le champ du handicap ou dans les troubles neurodéveloppementaux. Et donc, on croise aussi nos compétences. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Ça marche. Bah écoute, merci pour les détails en tout cas. Et pour conclure, j'aime toujours laisser un dernier mot à l'invité de ces interviews Osmose. Si simplement tu peux conclure, c'est beaucoup de parents qui nous écoutent. Dans ton cas, il y a sans doute des parents qui vont être rendus à ce stade de l'interview, qui peuvent être des personnes un peu stressées justement par l'orientation de leurs jeunes. Est-ce que tu aurais un dernier mot justement à leur dire pour les rassurer entre guillemets? Ce que je voudrais leur dire, c'est que rien n'est joué d'avance et que il faut avoir confiance en l'humain, j'allais dire dans le jeune, dans l'enfant. Et moi, je crois vraiment dans notre capacité, si on se connaît bien,
si on sait comment on fonctionne, si on a la tolérance pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les autres, il n'y a pas de raison que chaque jeune ne trouve pas sa place, la place qui lui convient, avec les motivations qu'il souhaite, pour trouver une orientation professionnelle dans laquelle il sera épanoui et qui sera juste sa première orientation, mais que ce sera un levier, un tremplin aussi pour plein d'autres projets professionnels par la suite. Et on a besoin de cette agilité-là et de toutes les compétences de ces jeunes-là pour les grands défis qui nous attendent tous. Voilà, mais il faut vraiment croire, je crois que la réponse, elle est dans chaque jeune.